Je souhaite de nouveau vous remercier de votre présence aujourd'hui et de cette opportunité d'échange avec nos élèves et étudiants. Et je laisse la parole à Vanessa Okneriou, polytechnicienne de la promo 21, qui va dresser votre portrait avant de vous laisser la parole. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Merci. Moi, je vois sous les loges, donc je vais m'asseoir. Là, c'est pas possible. Non, c'est trop. Madame la présidente de la Banque centrale européenne, Monsieur le Président, Madame la directrice générale, chers professeurs et encadrants, et chers camarades, je vous remercie vivement, Madame la présidente, de l'honneur que vous nous faites par votre présence dans notre école. Dans un contexte marqué par différentes crises énergétiques ou économiques, je citerai par exemple le retour de l'inflation à un niveau que notre génération n'a jamais connu. Nous sommes heureux de pouvoir entendre votre point de vue sur les questions de politique monétaire et de stabilité des prix, ainsi que votre prise de recul sur votre parcours professionnel remarquable, puisque cela fait plus de 15 ans que vous brillez dans le classement Forbes des femmes les plus influentes du monde. Je me permets d'ailleurs d'en rappeler les grandes lignes. Après une jeunesse sportive couronnée de succès au championnat de France de natation synchronisée à 15 ans, où vous obtenez une médaille de bronze, vous passez le barreau de Paris et commencez votre carrière professionnelle comme avocate au sein du plus grand cabinet américain Baker & McKenzie. Vous deviendrez la première femme à le diriger en 1999. En 2005, vous changez de voie et vous vous tournez vers une carrière politique. Comme ministre délégué du commerce extérieur, avant de devenir ministre de l'Agriculture, puis en 2007, première femme ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi. Ce n'est pas la dernière fois que vous brisez le plafond de verre et devenez en 2011 la première femme à la tête du Fonds monétaire international, puis en 2019, la première femme à la tête de la Banque centrale européenne. Certains vous imaginent même première femme présidente de la République. Aujourd'hui, et en tant que présidente de la Banque centrale européenne, vous travaillez à assurer la stabilité des prix et à renforcer la stabilité financière de la zone euro. C'est une joie immense de vous compter parmi nous, Madame la Présidente. Nous sommes autant impressionnés par votre carrière que par votre capacité à faire face aux plus grandes crises des dernières années, et ce, à chaque fois à des postes stratégiques. En vous remerciant à nouveau pour votre présence, je vous cède la parole, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le Président, cher Éric, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants, tous les amis de la science, vous tous les élèves qui sont actuellement sur l'estrade et qui vont me poser une multitude de questions très compliquées, permettez-moi de vous dire à tous que je suis extrêmement heureuse, extrêmement touchée que vous m'ayez invité et que mes équipes aient toléré que je puisse venir m'adresser à l'école polytechnique. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi je porte ce bleu un peu excessif aujourd'hui? Bien, c'est parce que je suis à la tête d'une institution européenne et que je veille, et surtout mes équipes autour de moi, veillent religieusement à ce que je calibre mon temps entre les 20 pays de la zone euro, éventuellement les 27 États membres de l'Union européenne, mais que je ne passe pas trop de temps dans l'un quelconque de ces pays. Vous imaginez dans ces conditions que toute demande émanant d'un établissement d'enseignement supérieur, fût-il le plus prestigieux qui soit, est examinée à la loupe. Donc je suis vraiment heureuse, touchée de cette invitation et ravie de bénéficier de l'indulgence de mes équipes qui ont accepté tout de même que Polytechnique soit une destination non seulement privilégiée, mais parfaitement légitime. Je vous dirai pourquoi je fais cet à propos dans la conclusion de mon propos. Nous arriverons à nouveau
dialoguer sur des thèmes qui vous sont chers, plus que sur les thèmes qui me sont chers, car aujourd'hui je suis là pour vous et pas pour moi. Donc c'est pour ça que mon propos sera bref et je voudrais laisser le plus de temps possible aux questions. Je voudrais vous faire une brève introduction sur 3 thèmes qui me paraissent extrêmement importants et qui impactent de manière significative le rôle de la Banque centrale européenne. Et plus généralement, le rôle de toutes les banques centrales, d'ailleurs. Et qui vous impacteront, chacun, là où vous êtes et là où vous serez. Parce que je pense qu'il s'agit de phénomènes qui, quoique puissants maintenant, continueront à laisser une marque profonde dans nos sociétés et dans nos civilisations. Le premier thème auquel nous sommes confrontés, et que je voudrais très rapidement évoquer, parce qu'on pourrait parler à l'infini, et j'ai commis déjà deux interventions sur ces sujets-là, l'année dernière sur le thème A New Global Map, que j'ai prononcé, c'était une lecture que j'ai donnée à Washington, et plus récemment, la semaine dernière, à New York, au Council on Foreign Relations, qui s'intitule A Fragmented World, Impact on Central Bank. Et donc ce premier thème, c'est celui de la mondialisation transformée. Je pense que nous sommes en train de faire face à toute une série de transitions qui sont notamment engendrées par ce que certains appellent la permacrise que nous avons vécue au cours des 3 dernières années. Mais cette transition d'une globalisation ouverte avec une facilitation des échanges, avec des institutions telles que l'Organisation mondiale du commerce qui a succédé au GATT, qui réglementait les échanges et permettait de remédier aux excès ou aux barrières tarifaires ou non tarifaires qui ne devaient pas être mises en vigueur. Cet ordre-là, dans lequel nous avons vécu, prospéré au cours des 40 dernières années en particulier, et qui a permis à la Chine de s'affranchir d'une pauvreté qui affligeait au moins 300 millions de personnes de manière très grave, cet ordre-là est en train, sous nos yeux, de changer de manière profonde. Et ce que j'ai appelé la fragmentation de la mondialisation, que d'autres appellent le friendshoring ou le reshoring, consistant à ramener les forces de production et à réduire les échanges entre les pays, est en train de transformer à la fois le commerce international. On ne le voit pas encore de manière très claire dans les chiffres pour l'instant. Si vous regardez les chiffres de l'OMC, ça n'est pas encore patent, mais c'est en devenir, c'est évident, qui est en train de transformer les flux d'investissement directs, les flux d'investissement internationaux entre les pays. Là, les chiffres commencent à le démontrer de manière certaine, et qui probablement entraînera des relents de protectionnisme, des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires, qui seront certainement un obstacle au commerce beaucoup plus fluide des biens et des services dont nous avions l'habitude. Donc cette segmentation, cette fragmentation du monde économique, des échanges de biens, des échanges de services et des investissements internationaux est en train de recomposer l'économie mondiale de manière tout à fait évidente. Pour nous, en tant que banque centrale, cela a et aura plus probablement un impact certain sur le niveau des prix. Pourquoi ? Parce que l'élasticité dont nous avions bénéficié, qui nous permettait de nous tourner vers telle ou telle source d'approvisionnement, s'est tout d'un coup heurté à cette fragmentation et à cette géopolitisation des échanges. Dans ce contexte-là, il est évident que moins d'élasticité dans l'offre pour faire face à une demande qui, elle, est soit constante, soit amplifiée par des phénomènes de type pandémie qui la freinent d'abord et qui la libèrent ensuite, a forcément un impact sur le niveau des prix et sur l'inflation en général. De manière très précise, comment serons-nous affectés ? Jusqu'à quel niveau les prix seront augmentés ? Je parle de niveau, je ne parle pas de l'inflation systématique et régulière. Ce sont des phénomènes, en tout cas, auxquels nous devons nous préparer et auxquels nous serons amenés à faire face dans le cadre des politiques monétaires que nous mettrons en œuvre. À ce jour, c'est assez simple, nous avons une inflation qui est trop forte par rapport à la cible, qui l'a été depuis un certain temps, trop longtemps, et notre politique monétaire doit évidemment déployer tous ces outils de politique monétaire pour ramener l'inflation à la cible de 2%
à moyen terme que nous nous sommes fixés dans la revue stratégique que j'avais démarrée à l'occasion de ma prise de fonction. Donc c'est un exercice qui est en cours, dont on a déjà déployé une partie importante. Il y a encore un peu de chemin à faire. La longueur de ce chemin dépendra évidemment d'un certain nombre de facteurs et notamment de l'impact qu'aura sur le crédit et la disponibilité de crédit les troubles financiers que nous avons connus dans ce qui a été appelé ce Mad March, qui a vu 2 banques américaines de taille moyenne, néanmoins systémique pour l'une d'entre elles, et une banque systémique suisse se trouver dans des situations de très grande difficulté. Ça, c'était mon premier point et on peut le développer, on pourra en parler si vous avez des questions. Le deuxième point que vous avez appelé vous-même, Monsieur le Président, la révolution digitale. Moi, je me creuse souvent la tête pour me souvenir que digital, c'est numérique, mais si vous dites digital, je m'en sors très bien. Donc cette révolution digitalo-numérique est en train évidemment de transformer le potentiel de nos économies et elle est apparue de manière encore plus évidente pendant la pandémie. Toute une série de services dont nous avions l'habitude de nous les procurer par des voies, non pas analogues, mais par des voies matérielles, tout d'un coup sont devenus disponibles par des voies numériques. Et ça aura évidemment, on peut le supposer en tout cas, pour conséquence de contenir la croissance des coûts unitaires de main-d'œuvre et, par conséquent, on peut l'espérer en tout cas, de freiner l'inflation, même si la croissance des salaires augmente. Premier point, ça pourra aussi, et les chiffres le démontreront, nous pouvons l'espérer, améliorer la productivité. Je crois que vous pouvez trouver aujourd'hui à peu près autant d'économistes qui vous diront que cette nouvelle ou cette amplification de la révolution numérique entraînera des gains de productivité, que vous trouverez d'économistes qui vous diront qu'au contraire, cela n'entraînera pas de gains de productivité. Donc, je pense qu'il est important d'attendre les chiffres, les données, et d'observer précisément quelles en seront les conséquences. Deuxième aspect de cette révolution digitale qui est important, c'est qu'elle pourra nous aider à lutter contre le réchauffement climatique dont je parlerai dans un instant. Le numérique émet aujourd'hui 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais il a le potentiel, en nous aidant à économiser l'énergie de manière plus intelligente, de réduire de 20% ses émissions à effet de serre d'ici à 2050. Compte tenu des dispositions prises à la suite de l'accord de Paris, de la loi qui a été votée par le Parlement européen en juin 2021, d'arriver à ces émissions net zéro à 2050, il est évident que la révolution digitale ou l'accélération de la révolution digitale numérique à laquelle nous assistons est évidemment la bienvenue. Alors pourquoi est-ce que la Banque centrale serait intéressée par ces questions ? Merci, Monsieur le Président, d'avoir noté que les questions de changement climatique sont importantes. Le lien avec le digital, il est assez simple. Il a trait à la fois aux questions de paiement, mais il a aussi trait aux questions de souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de paiements qui s'effectuent par des voies numériques et on voit, en tout cas, on peut anticiper qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les big tech, mais aussi d'autres États souverains dans le monde, envisagent de passer à une étape de monnaie digitale numérique. Et je dis monnaie digitale numérique à propos des big tech avec un peu de remords, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse dans l'absolu de monnaie numérique. Cela ne le serait que si ces monnaies éventuellement émises par ces big tech étaient accrochées, pegged, à des monnaies véritables, c'est-à-dire émises par des États souverains, et ce dans un rapport de 1 à 1. Donc dans ces conditions de marché assez ouvert dans le domaine du numérique, la Banque centrale européenne se doit à la fois d'être un acteur sur le plan des paiements et d'être un acteur sur le plan de la monnaie numérique. Et c'est pour cette raison que depuis maintenant 2 ans, nous avons lancé un programme tout à fait significatif et qui nous place, je crois, après la Chine et après la Suède, en 3e position derrière les acteurs de la monnaie numérique, pour développer un euro digital, ou un euro numérique, dont le sort sera décidé au mois d'octobre prochain, puisque le Conseil des gouverneurs sera amené à se prononcer sur cette question en octobre, et qui nous permettrait d'avoir une monnaie banque centrale, non pas sous forme de billets ou de pièces, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque la monnaie, qui est évidemment plus que ça, est créée en général par les banques commerciales dans le cadre d'une politique monétaire,
mais qui nous permettrait d'avoir une monnaie banque centrale qui soit une monnaie digitale et qui soit un bien commun accessible à tous, sans monétisation des données à caractère personnel dont un acteur comme une banque centrale européenne n'a évidemment que faire, sauf pour des raisons de stabilité financière, mais pas pour des raisons d'exploitation commerciale. Dernier point sur lequel je conclurai, c'est celui que j'ai évoqué très brièvement, c'est celui du changement climatique, qui est évidemment le plus grand défi du siècle et celui auquel nous devons tous nous attaquer. Alors, il faut que vous sachiez que quand j'ai pris la direction générale du Fonds monétaire international, c'est-à-dire il y a maintenant bientôt 12 ans, j'étais déjà à l'époque convaincu que le changement climatique nécessitait impérativement l'action de tous. J'ai mis 3 ans à convaincre les membres de mon comité exécutif qui rassemble en la personne de 24 chaises, 189 pays. J'ai mis donc 3 ans à les convaincre que le changement climatique et les impacts du changement climatique avaient un caractère macroéconomique. Ce fut laborieux. Évidemment, rétrospectivement, on s'étonne un peu parce qu'il n'y a plus que quelques climato-sceptiques dans le monde qui ont néanmoins parfois encore une voix à faire entendre. Mais j'ai eu un peu la même situation quand j'ai commencé mon mandat de président de la Banque centrale européenne. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale européenne a un rôle très précis qui est prévu par le traité européen et qui est très spécifique. C'est-à-dire que la Banque centrale a un mandat dans le cadre de son indépendance. Elle doit, comme premier objectif, assurer la stabilité des prix. À titre secondaire, ce sont des objectifs qui sont dits secondaires, elle peut œuvrer au soutien des politiques économiques qui sont décidées au sein de l'Union européenne, pour ce qui concerne la zone euro, c'est-à-dire les 20 États membres. Et là aussi, ça a été un peu compliqué de convaincre d'abord les membres de mon directoire, puis les membres du Conseil des gouverneurs, que le changement climatique et les effets du changement climatique sont déterminants à la fois dans un cadre macroéconomique qui nous sert à déterminer nos projections, mais sont aussi déterminantes pour la supervision que nous exerçons à l'égard des banques donc le changement climatique et les impacts du changement climatique doivent être pris en compte dans le cadre de nos outils de politique monétaire. Il se trouve que depuis 2014, des achats d'actifs du secteur privé ont été effectués, qui doivent être maintenant, pour certains d'entre eux, réinvestis lorsqu'ils arrivent à maturité, et dont le réinvestissement peut, et de mon point de vue, doit s'effectuer avec une appréciation pertinente de la transition effectuée par la société émettrice, de son empreinte en matière de changement climatique et des déclarations et du partage d'informations qu'elle effectue. Donc nous y sommes. Ce qu'on appelle le tilting, c'est-à-dire ce qui consiste à en fait calibrer la valeur d'une obligation en fonction de ces 3 critères que je viens de vous indiquer, c'est en œuvre. En matière de supervision, les banques ont maintenant compris que les stress tests, la supervision exercée par l'organisme unique de supervision européen prendraient en compte la manière dont eux-mêmes appréciaient le risque climatique. Et je pense que nous faisons dans notre domaine, de manière très modeste, mais probablement avec un rôle de catalyseur, nous jouons un rôle qui n'est pas le rôle principal. Et je m'empresse, chaque fois que je parle de cette question du changement climatique et de son impact sur la politique monétaire, je m'empresse toujours de rappeler que les acteurs qui sont déterminants, ceux qui feront la différence, ce ne sont pas les banquiers centraux, mais ce sont les gouvernements, les parlements qui ont le pouvoir de la loi et le pouvoir de faire respecter la loi et de la faire mettre en œuvre. Voilà les 3 domaines dans lesquels on n'attend pas toujours les banques centrales et qui sont néanmoins déterminants. Je finis sur le bleu de l'Europe. La Banque centrale n'agit pas de manière isolée. Elle est indépendante par principe et par traité, c'est-à-dire que je ne dois pas et je ne peux pas recevoir le coup de téléphone d'un chef d'État horrifié par la hausse des taux d'intérêt qui me demanderait de baisser les taux d'intérêt. C'est contraire au traité, c'est une violation du droit. Pour autant, la Banque centrale européenne est redevable de son action à l'égard des Européens et je vais tous les trimestres m'exprimer devant la Commission des affaires économiques et financières du Parlement européen pour justifier de notre action.
et pour répondre à toutes leurs questions en ce qui concerne la manière dont nous servons l'intérêt général des Européens au sens large. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis désolée pour tous ceux d'entre vous qui êtes enrhumés et qui toussez. J'espère que vous irez mieux. Et en tout cas, je suis à votre disposition pour les questions que vous allez d'abord me poser et ensuite peut-être la salle. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre intervention. Nous allons désormais passer à une phase de questions-réponses avec mes camarades présents sur scène. Et dans la limite du temps disponible, on laissera la parole à des membres du public pour vous interroger sur des thématiques qui sont liées à votre poste et à votre parcours. Avant de commencer et de laisser la parole à ma camarade, j'aimerais nous présenter. Donc, je suis Samuel, élève du cycle ingénieur polytechnicien de la promotion 2021. À ma gauche, j'ai Rio, étudiant estonien dans le bachelor... Comment il s'appelle ? Rio. Rio. Du bachelor en 3e année. Et à votre droite, vous avez Hélène, à qui je laisse la parole, étudiante en échange et qui vient de l'EPFL. Bonjour Madame Lagarde. Est-ce que ça marche ? Vous m'entendez ? Bonjour Madame Lagarde, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Non, ça ne marche pas. Il y a un petit truc en général. Ça marche, mais pas parfait. Si je parle plus fort comme ça, oui, c'est mieux. Pardon, excusez-moi pour ça. Alors, vous étiez à des postes de pouvoir durant les plus grandes crises économiques de cette dernière décennie, entre le ministre de l'économie pendant la crise de 2008, puis directrice générale du FMI pendant la crise de la dette de la zone euro, et enfin présidente du BCE depuis seulement 4 mois lorsque le Covid a éclaté. Pourtant, rien ne vous prédisposait, il semble, à cette carrière qu'on vous connaît en économie, puisque vous êtes avocate de formation. Et donc, comment est-ce que vous avez réussi à affirmer votre légitimité au moment de cette transition et comment avoir réussi à surpasser les obstacles qui sont montés contre vous ? On va tester mon micro-cravate qui marche très très bien, donc c'est parfait. Ce que vous dites est juste, et c'est si juste que mon mari me dit avec gentillesse, une fois que tu as fini ton mandat à la BCE, tu t'arrêtes, parce que chaque fois que tu changes de poste, on a une crise générale, ça serait bien qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc, mais je me suis interrogée sur cette question, parce que chaque fois que j'ai pris des fonctions de responsabilité, je les ai prises dans des situations où soit la crise était déjà là. Quand j'ai pris la présidence de Baker McKenzie à Chicago, c'était un peu catastrophique. Les budgets étaient complètement dépassés. On avait un système de gestion de knowledge management qui était hors sol et une architecture d'information technology qui ne fonctionnait plus. Donc, on était vraiment en situation de crise pour un métier de la connaissance, du partage de la connaissance et de son exploitation. Ensuite, vous l'avez rappelé, 2008, j'ai commencé en 2007, on a eu les prémices de la crise, de la grande crise financière pendant le courant de l'été 2007. Ça s'est amplifié ensuite, évidemment, en septembre 2008 avec la chute de Lehman Brothers. Ensuite, 2011, j'arrive au FMI et je me dis ça, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Et puis, 2 mois plus tard, c'était la crise des dettes souveraines européennes, avec les développements sur la Grèce en particulier, qui ont précipité les graves problèmes dans lesquels nous nous sommes trouvés, et puis le Covid ensuite. Donc, je ne pense pas que ce soit moi qui attire les crises. Je pense en revanche qu'il est assez fréquent, et je l'ai observé en parlant avec d'autres femmes dans des postes à responsabilité, il est assez fréquent que quand la situation est très compliquée, on n'est pas mécontent de confier les rênes à une femme. Et je vais vous avouer une chose, oui, c'est vrai, oui. Quand j'ai été nommée ministre des Finances, c'était un peu inattendu et comme vous l'avez dit, je n'avais pas vraiment d'antécédents. Donc il y avait beaucoup de prétendants qui n'avaient qu'une envie, c'est de me voir démissionner ou partir le plus vite possible. Et ça a été le cas jusqu'en septembre 2008. À partir de septembre 2008, effondrement de Lehman Brothers, crise internationale, tourmente totale, il n'y avait plus personne pour prétendre au job. Donc ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, et je pense que ce sont des qualités qu'on trouve chez les hommes comme chez les femmes, mais mon observation, c'est que la gestion des crises fait souvent appel à des compétences que les femmes sont en mesure de fournir.
Je m'explique. Dans toutes les situations où je me suis trouvée, dans le secteur privé, puis en 2008, puis en 2011, puis en 2019, chaque fois, j'ai adopté la même approche. D'abord, s'assurer que l'organisation dans laquelle j'étais avait des finances solides. Ça, c'est un bon conseil pour l'avenir, pour chacun d'entre vous. Et ensuite, rassembler. Et je me souviens qu'au FMI, on a passé des journées et des nuits entières dans une salle de conférence où nous étions une vingtaine et où j'essayais de ramener les uns et les autres autour d'un diagnostic commun, d'une série d'objectifs et de la mise en œuvre avec un protocole derrière. Donc, rassembler, constituer des groupes, faire remonter les éléments qui peuvent constituer le consensus, ce sont des choses que j'ai vues pratiquer, par exemple, par quelqu'un comme Angela Merkel, dans la situation où elle s'est trouvée parfois bien difficile aussi. Donc voilà, ce sont les 3 exploitations avec la précaution que m'a suggéré mon cher mari. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, vous aviez affirmé par le passé que si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, peut-être que le tableau aurait été différent. Oui. Et vous utilisez aussi l'expression de leadership féminin. Vous venez d'esquisser un petit peu ce qui signifiait. Et en quoi est-ce que, du coup, l'exemple de l'arrivée au pouvoir dans différentes institutions et gouvernements de Mme Merkel, de Mme von der Leyen et de vous-même, en est-il un exemple ? Je reviens un peu sur le propos de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire économique ou dans l'histoire politique où un faisceau de compétences généralement attribuées au sexe féminin est utile et efficace. Mais je dis généralement attribué au sexe féminin parce que je connais aussi beaucoup d'hommes qui ont cette capacité. Mais cette capacité à rassembler, cette capacité à faire abstraction un peu de soi aussi, surtout lorsqu'il s'agit de s'attribuer les mérites de telle ou telle solution, sont des caractéristiques que j'ai plus souvent vues chez des femmes que chez des hommes. Donc ça peut être utile. Merci beaucoup. En parlant de votre capacité de rassembler, le mandat principal de la Banque centrale européenne réside dans la régulation de l'inflation. Néanmoins... Non, c'est la stabilité des prix. La stabilité des prix. Non, mais je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'on a eu, et vous l'avez connu, vous, on a eu une période de risque de déflation. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très attentif. Tout ça est symétrique. Si on se trouve dans une période où on est en risque déflationniste, l'objectif de la politique monétaire, c'est au contraire de lutter contre ce risque de déflation. Dans la période actuelle, qu'on n'a pas connue depuis des années, où on a une beaucoup trop forte inflation, là, il faut qu'on lutte contre l'inflation. Voilà. Mais donc, le mandat, c'est stabilité des prix. Pardon. Et pour continuer, c'est comment que vous pouvez assurer la stabilité des prix dans tous les différents pays européens où on a des taux d'inflation très, très différents. Et comment pouvez-vous rassembler tous les différents hommes politiques et femmes politiques? Et y a-t-il pas une contradiction dans le fait que la Banque centrale ait un pouvoir politique? Alors, vous faites allusion à un problème qui est très réel et qui a été absolument évident pendant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans une situation où crise du Covid, plus invasion de l'Ukraine, plus utilisation du pétrole et d'un certain nombre de ressources naturelles comme arme stratégique par la Russie, on s'est trouvé dans une situation où les pays qui étaient le plus proches, c'était très simple, il suffisait de regarder une carte, vous aviez des zones d'inflation très fortes en périphérie immédiate des zones de conflit et dans ceux des pays qui étaient énergétiquement fortement dépendants des approvisionnements russes. Ça semble un peu aller de soi, mais on avait dans des pays comme par exemple la Lettonie ou l'Estonie des taux d'inflation qui tournaient autour de 20, 21, 22, c'est allé jusqu'à 22%. Alors que pendant ce temps-là, à Malte ou en France ou un peu en Espagne ensuite, ça a été dans cet ordre-là. La France et Malte étaient les pays qui avaient la plus faible inflation. L'Espagne a rejoint maintenant ce groupe. On avait des taux qui étaient autour de 5,5, 6%. Donc, arriver à avoir une politique monétaire commune, avec une monnaie commune,
et des taux d'inflation aussi différents, ça n'est pas chose facile. Parce que j'ai pas le choix, on n'a pas le choix au sein du Conseil des gouverneurs d'appliquer tel ou tel taux d'intérêt à tel ou tel pays. On est une seule zone, on a une seule monnaie. Le problème, c'est qu'on n'a pas une seule politique budgétaire et qu'on n'a pas une seule union bancaire et qu'on n'a pas un seul marché des capitaux, ce que je regrette profondément. Mais on utilise dans ces conditions-là les outils les plus pertinents. Dans cette période actuelle d'inflation très forte depuis trop longtemps, et que nous devons et que nous ramènerons à 2% moyen terme, on utilise les taux d'intérêt, qui sont l'outil le plus utile pour agir sur le short end of the curve, sur les taux de court terme. Et donc, on le fait. Ça a un impact à la fois sur les pays qui étaient à 20% et un impact sur les pays qui étaient à 6 ou 7%. Il faudra, franchement, que nous, les Européens, on aille un peu plus au fond de ces deux questions qui sont: est-ce qu'une monnaie unique et une politique monétaire unique, c'est suffisant? Deuxième question, est-ce qu'on ne doit pas se doter d'une union bancaire, d'un marché des capitaux unique et d'une capacité budgétaire commune? On n'a pas besoin d'avoir un seul ministre des Finances de la zone euro, un seul trésor pour la zone euro. Mais on doit avoir, comme on l'a eu pendant le Covid avec Next Generation EU, on doit avoir une capacité fiscale qui permette de faire face à des défis qui sont les mêmes pour tous les pays de la zone euro. Je pense à la défense. Et alors, non, dernière chose, parce que vous l'avez mentionné, je ne veux pas l'oublier, vous avez dit qu'on jouait un rôle politique. Et alors, comment on se débrouille pour arriver à rassembler autour d'une même table, d'une même décision, des acteurs aussi différents? Première partie de votre question, la Banque centrale n'est pas un acteur politique. On est au service de tous les Européens, plus particulièrement les 20 États membres de la zone euro, et on attend que les autres 7 qui manquent à l'appel nous rejoignent. La Bulgarie devrait être le prochain candidat. On est au service de tous, et pas d'un parti, d'un gouvernement ou d'une ligne particulière. Donc, c'est relativement simple. Service de tous, un objectif primaire, enfin primary, essentiel, et tout le monde doit suivre le drapeau européen. Alors, ceci dit, il ne faut pas faire abstraction des individualités. Et donc, rassembler autour d'une même décision 26 personnes, c'est-à-dire 24 hommes et une femme, plus moi, c'est pas toujours facile. D'abord parce que vous en avez certains qui, par conviction, considèrent que la politique monétaire doit être plutôt accommodante, d'autres qui considèrent que la politique monétaire doit être extrêmement rigoureuse, centrée, sans tenir particulièrement compte de telle ou telle hétérogénéité au sein de la zone. Puis vous avez des individualités. C'est pareil avec vous tous, quand vous travaillez sur un projet et qu'il y a un groupe, ou quand vous êtes amené à faire des recherches et à produire un papier ensemble, il y a forcément des égos à gérer, des sensibilités à gérer, des préférences, etc. Donc voilà, il faut beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup apprendre et ensuite donner une petite part de légitimité à chacun aussi. Sinon, on peut réussir dans le court terme, mais on ne réussit pas dans le long terme. Merci beaucoup. En continuant sur ce thème de politique monétaire et taux d'inflation, sous votre présidence, la FMI a publié plusieurs papiers et publications sur l'idée de monter le taux d'inflation à 4%. En vue des strategic reviews à la Fed et à la Banque centrale européenne, est-ce que vous ne pensez pas que ce sera temps de changer le charte de la BCE et rester un peu plus haut? Est-ce que vous pensez que quand vous faites une course de vitesse ou de fond, peu importe, alors que vous êtes dans la course et pas encore arrivé, c'est vraiment pas le moment de changer les deux drapeaux entre lesquels vous devez passer pour gagner ou perdre? Non, hein? Non, c'est pas. Bon, on est d'accord. Donc, c'est pas le moment. Et la question ne se pose absolument pas. On est rivé sur l'objectif de 2% moyen terme, et on l'atteindra, et on le maintiendra. Olivier Blanchard, pour ne pas le nommer, qui était chief économiste au FMI avant
que je ne devienne directrice générale du Fonds monétaire international, avait effectivement commis un papier dans lequel il préconisait que l'inflation, la cible d'inflation soit de 4 et non pas de 2, avec des arguments qu'il a développés. Mais ça n'est pas le débat aujourd'hui. Je pense que ça serait tout à fait inutile et inefficace de l'avoir maintenant. On va d'abord atteindre la cible. On va être certain de l'avoir atteinte et durablement. Ensuite, on pourra explorer tout un tas de questions. Vous avez rappelé dans votre discours, et encore une fois dans cet échange, le fait que la Banque centrale n'est pas une institution politique, qu'elle a une indépendance des pouvoirs politiques nationaux de l'Union européenne et de la zone euro. Ça inclut le fait que la Banque centrale ne peut pas prêter d'argent et financer les États nationaux. Pourtant, on a vu ces dernières années, en 2015, avant votre présidence, mais qui s'est poursuivie pendant votre présidence, l'émergence de nouveaux mécanismes, notamment le rachat de dettes d'État. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'utilisation de ce nouvel outil ? Vous savez, la période qui s'est ouverte, qui a commencé d'ailleurs avec Jean-Claude Trichet, puisqu'il a été le premier à ouvrir cette porte-là et qui s'est poursuivi ensuite sous mon prédécesseur Mario Draghi, a amené les banques centrales à faire œuvre d'inventivité, de créativité en face d'une situation qui était très compliquée à gérer, en face d'un risque déflationniste évident, un affaiblissement de la croissance. Et il y a deux grands outils qui ont été développés. Il y a d'abord eu les taux d'intérêt négatifs qui ont été déployés pour la première fois au Danemark, ensuite au Japon, ensuite en Europe. Et puis les politiques accommodantes avec des achats d'actifs. Et ce sont les États-Unis qui ont commencé les premiers avec Bernanke. D'abord, ça ne consiste pas à acheter auprès des États leurs dettes. Donc on ne monétise pas la dette. Pendant cette période-là, ce que nous ne faisons plus maintenant, mais pendant cette période-là, les banques centrales européennes ont acheté des actifs qui étaient souvent, mais pas seulement, des obligations d'État souverains, et elles les achetaient auprès des banques. Donc c'était sur le marché secondaire, c'était après une période de carence entre les dates d'émission par les États et les achats effectués par les banques centrales. Puis il y a eu d'autres achats, il n'y a pas eu seulement des obligations souveraines, il y a eu aussi des obligations corporate de différentes catégories qui ont été achetées aussi à cette période-là pour, d'une certaine manière, alléger les bilans des banques et leur permettre de continuer à consentir du crédit, à faire tourner l'économie par l'investissement financé par le crédit bancaire, qui est une des grandes caractéristiques de l'Europe. Mais je vous précise donc il n'y a plus d'achat net d'actifs, et que ce que nous faisons actuellement, c'est qu'on fait simplement un réinvestissement partiel dans le cadre d'un programme qui s'appelle le APP, l'Asset Purchase Program, et on réinvestit de manière plus systématique, parce qu'on n'est pas en train de réduire celui-là, le Pandemic Emergency Program qu'on avait lancé dès le début du Covid. Justement, depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup du Covid et vous avez dit que les taux d'inflation étaient... Oui, parce qu'on a quand même subi ce oui, Covid. Exactement. Et donc, vous avez mentionné le fait que les taux d'inflation étaient toujours au-dessus de ce qu'ils devraient être. Pourtant, j'imagine que les conséquences auraient pu être bien plus néfastes que celles que l'on a aujourd'hui. Donc, quel a été le rôle et quelles ont été les actions que vous avez prises à la BCE pour justement réduire un maximum les conséquences exactement, les conséquences. D'abord, on a agi dans l'urgence parce qu'on a vu très très vite les économies se fermer les unes après les autres. Ça a été la Chine, mais elle n'en disait pas grand-chose. Je me souviens très bien d'un G20 sous présidence saoudienne à Riyad où la seule personne, c'était au mois de février 2019, la seule personne qui ait parlé de la pandémie et qui ait évoqué la pandémie comme un facteur économique, c'était le gouverneur de la Banque centrale de Chine. Nous autres, on n'en disait rien à ce moment-là. On ne savait pas très bien ce qui se passait. C'est à l'occasion de cette période-là qu'on a vu tout d'un coup le nord de l'Italie décider aussi la fermeture, une ville après l'autre, un département après l'autre, du nord de l'Italie. Donc, on a travaillé d'arrache-pied pendant une semaine
À partir de ce moment-là, nous étions en lockdown complet, c'est-à-dire qu'on ne se voyait plus, on ne s'asseyait plus dans les mêmes salles, chacun était chez lui. On n'avait pas encore ces outils merveilleux de Webex, de Zoom, de Teams, etc. Donc on avait des conférences téléphoniques avec une pieuvre, là, des iPads, chacun chez nous, parce qu'on n'avait pas encore eu le temps d'installer une architecture et tout le IT qui est venu ensuite s'installer chez les uns ou chez les autres. Et on a mis en place 2 choses. Un programme que j'ai indiqué tout à l'heure, donc le Pandemic Emergency Purchase Program, qui nous a amené à nouveau à acheter des obligations souveraines, des titres corporate, etc. Et on a mis en place le TELTRO, c'est-à-dire un Targeted Refinancing Program, qui permettait aux banques de venir se refinancer à des conditions, favorables et avec du collatéral, c'est-à-dire les titres qu'elles amènent en contrepartie des prêts que nous leur procurons, à des collatéraux qui étaient, pas dégradés, mais en tout cas qui étaient moins exigeants en matière de notation, en matière de valeur. Donc c'est avec ces 2 axes-là, ça a l'air simple quand je vous raconte ça, mais c'était très compliqué. 2, c'était assorti de toute une série d'autres sous-programmes pour permettre la mise en œuvre de ces 2 mécanismes, à la fois donc acheter, prêter, pour que l'économie continue à tourner et que les financements continuent à se faire. Voilà ce qu'on a fait. Tout cela était évidemment assorti de périodes fixées dans le temps qui étaient liées au développement, enfin à l'ouverture de nos économies ou à leur fermeture partielle dans le cadre du Covid. Justement, est-ce que vous pensez que le Covid, ça a poussé les pays de l'euro à se rassembler davantage derrière justement le drapeau de l'euro? Oui. Ça, on a cafouillé au début. On a cafouillé parce que si vous vous souvenez de cette période-là, les achats de masques n'étaient pas vraiment effectués comme il fallait, on n'était pas sûr qu'il en fallait, on ne savait pas faire ça tous ensemble, obtenir les meilleures conditions. Donc on a tous cafouillé ensemble. Et puis ensuite, à partir du mois de... Alors, on se remet dans le temps. Donc février, les prémices. Mars, on ferme les économies. Et au mois de mai, c'est en mai que le président Macron et la chancelière Merkel trouvent un accord sur ce qui devait être, si je me souviens bien, la première version, c'était 500 milliards d'euros d'emprunts qui étaient dédiés en fait à la relance de nos économies et dont les États membres, pour la première fois, acceptaient qu'ils soient attribués de manière délibérément discriminatoire en faveur de ceux qui avaient le plus souffert. Et c'est comme ça que l'Italie, par exemple, l'Espagne un peu moins, la Grèce aussi, ont pu bénéficier de financements très importants parce qu'elles avaient été, ces 3 pays-là avaient été les plus frappés par le Covid. Et donc ça, c'était une démarche qui était totalement inédite. On avait parlé des eurobonds, on avait parlé de choses comme ça en disant jamais, 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 ou ça serait bien quand même. Et puis tout d'un coup, avec Next Generation EU, donc agréé entre la France et l'Allemagne, ce qui me fait dire que la France et l'Allemagne, quand elles s'entendent, font avancer les projets européens, repris ensuite en juillet par tout le Conseil européen, dans le cadre d'une nuit homérique. On va ensemble sur les marchés acheter, on remboursera ensemble et on attribue les fonds ainsi levés de manière inégalitaire entre les pays en fonction du préjudice subi. C'est totalement inédit et certains ont cru que c'était un moment hamiltonien. D'autres sont bien acharnés pour dire que c'était un one-spot moment, que ça ne devait pas devenir évidemment une habitude. Voilà, mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. Merci beaucoup. On va passer à des questions du public. Il y a des micros qui vont circuler. Le temps que ça se mette en place, on ne peut pas ne pas vous poser une question sur les enjeux environnementaux. Donc je laisse le micro à mon camarade. Sur tous ces sujets de Asset Repurchase Programs and COVID Assistance Programs, est-ce qu'il y a une dimension écologique que la BCE mène sur ce programme? Oui. Est-ce qu'il devrait avoir une dimension écologique au sein de la Banque Centrale Européenne? Alors, ce que je vais vous dire fait suite aux propos que j'ai tenus tout à l'heure, je ne vais pas les répéter.
mais depuis maintenant octobre 2022, tous les achats d'actifs corporate dans le cadre des programmes de réinvestissement, puisqu'on ne fait plus d'achats nets d'actifs, sont affectés de ce que j'ai appelé le tilting, c'est-à-dire qu'on regarde les actifs envisagés et on apprécie en fonction de 3 éléments qui sont d'une part leur empreinte carbone, deuxièmement leur plan de transition, troisièmement leur disclosures. Donc sur la base de ces 3 éléments, on applique une décote de la valeur du titre en question, pour simplifier à l'extrême. Donc ça veut dire qu'on a un jugement, une appréciation du risque qui tient évidemment compte du risque climatique. Et ça, c'est totalement nouveau. Alors, toutes les banques centrales ne peuvent pas faire ça parce que, par exemple, les États-Unis ne sont pas en mesure de faire ça parce qu'ils n'achètent pas de titres corporate. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que, pas maintenant, mais dans le développement qu'on peut espérer, si certains États ne se conforment pas à leurs engagements, c'est-à-dire ne sont pas Paris compliant, est-ce qu'à ce moment-là, on ne doit pas se poser la question de savoir si le traitement affecté à leur titre doit les différencier? On ne les prend pas pour la même valeur que ceux qui, eux, se conforment à leurs engagements dans le cadre du Paris Agreement. On n'est pas là, hein, mais la question méritera vraiment d'être posée. Merci beaucoup. On va prendre la première question. Est-ce que la personne peut se lever? Juste là, sur votre droite. Oui. Bonjour Madame Lagarde, aspirant à Athénée Medi de la promotion X 2021. Merci d'être là. Vous avez fait allusion du coup à la nécessité de lutter contre le changement climatique. Dans ce cadre, on a besoin d'investissements publics de plus en plus importants. Et je me demandais si la règle des 3% de déficit public maximal, qui est prévue par le traité de Maastricht et qui a aussi été mise de côté par le passé, parfois contre la crise du coronavirus, était encore pertinente. Alors, dans le cadre du Covid, on s'est affranchi d'un certain nombre de règles, vous avez raison. On s'est affranchi de toutes les règles sur state aid et on s'est affranchi du cadre de stabilité et de croissance qui prévoit effectivement la limite des 3%. Ce n'est pas un déficit autorisé, c'est le déficit maximum et les 60% de dette sur PIB. Je vais vous parler comme présidente de la BCE. Pour nous, il est impératif de revenir à un cadre de règles. Quelles que soient les règles convenues par les États membres, et ça n'est pas à nous, Banque Centrale Européenne, de le déterminer, mais il faut qu'on fonctionne dans un corpus de règles. Il faut qu'il y ait un cadre budgétaire dans lequel les États inscrivent leur action. Parce que politique monétaire et politique budgétaire travaillent soit de concert, soit en se complétant, mais de préférence sans s'opposer. Donc, il me paraît indispensable que le fiscal governance, c'est comme ça que ça s'appelle en ce moment en débat, soit convenu le plus rapidement possible. La Commission a fait une proposition, les États membres en débattent. Il faut aller, de mon point de vue, vite, parce que sinon on va repasser dans une année supplémentaire où on sera en escape, et ça, c'est tout à fait dommageable. Je ne crois pas, personnellement, là je ne vous parle plus BCE, c'est mon avis personnel, je ne crois pas que, compte tenu du volume des investissements nécessaires, on parle d'à peu près 500 milliards d'euros par année jusqu'à 2030, pour être simplement Paris compliant, je ne crois pas que les fonds publics sont suffisants. Les fonds publics peuvent être utiles dans le cadre de financement structuré, dans le cadre de démarrage de projets, dans le cadre de financements qui prendront les premières pertes, par exemple, on peut l'imaginer, mais il faudra impérativement des financements privés qui seront, de mon point de vue, majoritaires, alors que les investissements publics seront minoritaires. Parce que tout simplement, il n'y a pas l'espace budgétaire pour que les États, ce n'est pas seulement propre à la France, mais les États ne seront pas en mesure de financer tout ça, d'autant plus que les États des pays avancés ont une obligation vis-à-vis des pays
les moins avancés. Et qu'en particulier, ceux des pays les plus fragiles, les 49 États membres qui sont au bord du gouffre, il faut que nous, on prenne la responsabilité, pays avancés, de les aider. Je sais que c'est un message qui est très compliqué à faire passer et j'imagine que les acteurs politiques ont beaucoup de mal à le faire parce qu'expliquer qu'il faut aller aider le Burkina Faso à installer des centrales solaires ou installer des barrages et que ça coûtera alors qu'en France, les gens ont aussi besoin de soutien, c'est pas facile. Mais il faut arriver à faire rentrer tout ça et sans sortir du cadre parce qu'on a besoin de ce cadre pour fonctionner. Oui, là-bas. Bonjour Madame la Présidente, aspirant Schisler de la promotion 2022. Merci pour votre intervention. J'aimerais revenir sur la question de l'euro numérique que vous avez mentionné. Et évidemment, vous représentez la Banque Centrale Européenne, donc une instance entre les pays de l'Union et de la zone euro. Une instance qui regroupe de nombreux pays, ouais. Et donc qui place de l'importance dans les enjeux de coordination, que tout le monde travaille ensemble. À quel point vous pensez déléguer les infrastructures, leur gestion, la question de la vulnérabilité aux différents États? Est-ce que vous privilégiez une solution plus centralisée où la BCE a plus de contrôle? Et personnellement, comment voyez-vous l'euro numérique prendre de la place dans nos transactions? Est-ce que ça sera important? Est-ce que ça doit être une croissance rapide, plutôt lente? Voilà, j'attends votre avis sur la question. Merci beaucoup. Votre question, elle appelle deux réponses de ma part. D'abord parce que, enfin trois même. Premièrement, l'infrastructure technologique n'a pas été choisie. Donc on ne sait pas aujourd'hui si on va s'orienter vers un choix technologique très centralisé ou au contraire très décentralisé. Et j'ajoute au passage que ce qui soutient le Bitcoin, pour faire simple, Distributed Ledger Technology, n'est pas du tout aussi décentralisé qu'on veut bien le dire. Mais premier élément de ma réponse, le choix technologique n'est pas encore retenu. On y vient. Au mois d'octobre, on sera amené à faire une proposition au Conseil des gouverneurs qui comportera notamment une option technologique entre centralisation et décentralisation. Deuxièmement, pour tous nos développements, pas seulement sur l'euro numérique, l'ensemble des banques centrales, c'est-à-dire les banques centrales nationales des 20 États membres, sont partie prenante à la décision, sont solidaires de l'investissement et sont acteurs du développement de nouveaux projets tels que l'euro numérique. Et troisièmement, je pense que cet euro numérique qui constituera la dimension numérique de la monnaie banque centrale ne fera pas abstraction des banques commerciales. Elle aura pour partenaire les banques commerciales. Si vous allez aujourd'hui dans votre banque préférée, ou si vous pianotez avec elle, vous lui demandez éventuellement une carte de crédit ou tel outil. De la même manière, le soutien de l'euro numérique sera distribué, enfin, dans ce qu'on est en train de dessiner comme architecture, sera distribué par des intermédiaires, notamment par les banques, qui seront donc dans l'architecture collective que nous construisons. Alors, à quelle vitesse ça va se développer? Nous, évidemment, on aimerait bien tellement bien faire les choses que ça se développe très rapidement. C'est difficile de savoir. Vous savez, les Chinois ont commencé leur développement il y a environ 10 ans. Ils en sont simplement maintenant à un stade expérimental, alors expérimental à la chinoise, dans des unités d'environ 150 millions d'habitants, mais ils ne sont pas encore prêts à lancer à l'intérieur de tout le pays. Donc on va essayer d'apprendre de leur apprentissage et puis j'espère qu'on fera ça bien. Mais vous savez, je crois qu'on doit se poser la question. De plus en plus d'échanges s'effectuent de manière numérique. Quand vous commandez une pizza un soir, quand vous achetez un médicament, quand vous avez besoin d'une paire de tennis, on fait tout ça en ligne. Donc on doit être prêt aussi pour que la monnaie banque centrale soit aussi une monnaie en ligne.
Merci. Dû à des contraintes de temps, on va malheureusement être obligé de prendre la dernière. Non, très bien, encore plusieurs questions. La suivante, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente. J'aimerais vous poser une question à propos de l'industrie verte, qui est un secteur qui va probablement dans les prochaines années suivre une vraie révolution, et ce qui porte des enjeux tant sur le plan industriel qu'économique, puisque naturellement les nations qui vont jouer des rôles de premier plan dans cette transformation auront des rôles majeurs dans la croissance de cette économie verte qui arrive. Ma question donc est sur la participation de l'Union européenne, qui est déjà impliquée notamment en subventionnant le plan France Relance. J'aimerais savoir si vous jugez, tant sur le plan juridique qu'économique, que la participation européenne est suffisante, et sinon, quelles mesures vous metteriez en place ? Je pense que aujourd'hui, l'Europe est en situation pionnière. Que ce soit avec son arsenal législatif, que ce soit en termes d'identification, de taxonomie des produits, que ce soit en termes de soutien et de ratification aux accords internationaux, les pays européens et l'Europe en qualité d'acteur unique représentant les 27 sont pionniers. Mais on s'aperçoit très vite que les États-Unis, au sein de différents États, et maintenant sous l'administration Biden avec le Inflation Reduction Act et les 369 milliards de dollars qui y seront consacrés, va donner un élan considérable à cette activité-là aux États-Unis. L'objectif affirmé du président Biden d'avoir, je ne sais plus, je crois qu'il a dit 100% de véhicules électriques à échéance de 10 ans ou quelque chose comme ça, est perçu de ce point de vue-là un peu comme un défi à l'industrie américaine qui, comme souvent les États-Unis, se disent « Allez, chiche qu'on n'est pas cap, on va y arriver ». Donc je pense que les États-Unis sont en train de rattraper le temps perdu. Ça ne veut pas dire pour autant que sur le plan législatif, sur le plan des traités internationaux, sur le plan du soutien aux pays en développement, ils seront aussi pionniers que nous, mais on n'est pas tout seul dans cette histoire. Et le pays qui avance à marche forcée et qui en fait un fer de lance de son exportation, c'est évidemment la Chine. Donc si on regarde ces trois blocs économiques, je pense que si vous faites un mix et un agrégat de législatif, conclusion et implémentation des traités, soutien aux pays en développement, plus les investissements locaux et les efforts de technologie, on est encore en bonne position, mais il faut pas baisser la garde. Ah. Bah oui. C'est pas la première fois. Hein? C'est pas la première fois. Publiquement, si. La question suivante. Bonjour madame. On a évoqué tout à l'heure les crises économiques. Donc on a régulièrement des crises économiques, par exemple aujourd'hui avec des institutions financières qui s'écroulent. Et là, on peut parler de 2008 et on pourrait remonter plus loin dans le passé. Ma question est la suivante. Pourquoi il y a des crises financières à répétition de manière régulière? Comment est-ce que vous analysez la situation? Est-ce que vous avez une analyse macroéconomique de ces crises à répétition? Et pourquoi il n'y a visiblement pas de changement notable vis-à-vis de ces crises? Je vous remercie. C'est un phénomène cyclique qui a été étudié à l'envi par tous les meilleurs économistes possibles. Donc je ne vais pas vous refaire le cours sur le caractère cyclique de ces crises. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos des institutions financières. Et pourquoi c'est différent? On a assisté à la chute de la Silicon Valley Bank. On a assisté à la fermeture de Signature Bank. Et on a assisté le week-end suivant à la reprise forcée par UBS de Crédit Suisse. Et je ne pense pas que ces trois éléments soient une seule et unique manifestation d'une crise financière. Je pense que si vous analysez ce qui est à l'origine de chacune de ces situations, il y a certes un environnement qui est un environnement plus difficile sur le plan économique, qui a traversé des crises importantes, qui est en situation de recouvrement, avec des taux d'intérêt plus élevés parce que l'inflation a été beaucoup plus forte. Donc c'est une transition très importante qui est en œuvre, de manière évidente.
Mais vous regardez les origines de ces crises et vous trouvez des facteurs idiosyncratiques à chacune de ces 3 situations. Donc je ne pense pas qu'on puisse attribuer à ces 3-là le rôle de déclencheur d'une crise financière. Je pense au contraire que tout le travail qui a été fait depuis 2008 en particulier, au sein du comité de Bâle, au sein du comité de stabilité financière et dans chacun des États membres de ces institutions, a renforcé considérablement, en particulier les banques, en renforçant leurs capitaux propres, en renforçant leur liquidité, en les mettant en mesure de faire face à des transitions du type de celles que l'on connaît actuellement. Alors, je pense que ça n'a pas été néfaste. Enfin, c'est toujours néfaste une crise et quand des institutions disparaissent, c'est très compliqué. Mais ça a aussi servi un peu de signal d'alerte à d'autres institutions à travers le monde qui, dans ces conditions, vont probablement bien réexaminer leur lecture des risques, renforcer les équipes qui exercent ces fonctions, probablement regarder si elles sont bien hedgées sur les phénomènes de risque latents. Et je pense que ça sert un peu de leçon, mais pas de déclencheur. Merci. Cette fois-ci, c'est la dernière question. Bonjour. Bonjour Madame Lagarde. Où est-ce que vous êtes ? Ici. Là-bas, sur votre droite. Ah. J'aurais 2 questions. Désolé pour les autres. Vous avez dit une question, il en pose 2. Ah, ah. Vous ferez de la politique, hein ? Non, merci. Première question, pensez-vous que le quantitative easing mis en place par la BCE il y a quelques années a contribué à l'inflation que nous vivons actuellement ? Et aussi, pensez-vous que on devrait mettre en place la BCE devrait mettre en place des politiques contraires comme le quantitative tightening pour faire face à l'inflation en même temps que la levée des fonds d'inflation, des taux d'inflation ? Deuxième question. C'est la 3e. Je triche. Pensez-vous que vous avez évoqué le fait d'investir les achats effectués par la Banque Centrale Européenne pour l'environnement et pour l'amélioration de l'économie et de l'humanité. Mais pensez-vous que la BCE a un pouvoir extrêmement important dans la zone euro et pensez-vous qu'il est judicieux de donner à la BCE, à cette institution, un rôle aussi important dans l'investissement ? Et elle ne devrait pas plutôt se cantonner à un rôle de pure régulation et de pur contrôle de la zone et sans y participer elle-même. Parce qu'en un sens, elle joue avec les billes qu'elle a créées elle-même si elle investit dans les marchés financiers. Merci. Alors, sur votre première question, est-ce que le quantitative easing a contribué à l'inflation ? Je l'espère. Pas l'inflation d'aujourd'hui. L'inflation qui nous manquait en 2014, en 2015, etc. Et je pense que si on a réussi à éviter la déflation et à maintenir l'inflation à un seuil qui a un taux moyen qui était de l'ordre de 1,5%, c'est précisément à cause du quantitative easing. Alors, est-ce que les liquidités qui ont été déployées à cet effet et les achats d'actifs qui ont été engagés pour ce faire, est-ce que ça a contribué à alimenter l'inflation ultérieurement ? Je pense que des économistes avancés vont se poser cette question-là. Il y a un rapport qui est sorti hier, si je me souviens bien, à propos de la Banque d'Angleterre, qui semble tirer la conclusion que ça a été un des éléments qui a permis à l'inflation de se développer de manière importante. Je vous rappelle qu'en Angleterre, on a une inflation qui évolue en ce moment à 10,7%, si je me souviens bien, ce qui est nettement plus que ce que nous avons chez nous ici en Europe. Mais les études s'effectueront et je suis sûr qu'on aura des économistes à demain qui nous diront d'une part ça l'a fait, d'autre part ça l'a pas fait. Mais à l'époque où ça a été décidé, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives parce que les taux d'intérêt étaient déjà à 0 ou à moins 25 points de base et il fallait se poser la question de savoir ce qu'il existait d'autre. Et c'est Bernanke qui, le premier, s'est engagé dans cette voie-là et a été ensuite suivi par l'ensemble des banques centrales du monde, le Japon étant celui qui tient le plus longtemps. QT, mais on a commencé. On a commencé parce qu'on ne réinvestit qu'une seule partie maintenant des titres qui arrivent à maturité. Donc on a commencé le QT, on a commencé à réduire
par conséquent la taille du bilan de la Banque centrale européenne. J'ajoute au passage qu'au mois de juin, il y aura un remboursement important de ce programme que nous avions lancé au moment de la pandémie, qui était le TLTRO, le Targeted Refinancing Operation, qui donc là aussi va venir, sans que ce soit du quantitative tightening en tant que tel, mais qui va aussi réduire la taille du bilan. Et puis, vous savez, je pense que je l'ai dit tout à l'heure et je le redirai une fois de plus, nous sommes une banque centrale européenne chargée de préserver la monnaie qu'est notre euro et de maintenir la stabilité des prix. On n'est pas en charge de politique d'investissement. Donc, lorsque mes prédécesseurs ont fait des achats d'actifs ou lorsque nous réinvestissons de manière minimale pour l'APP et au fur et à mesure des maturités dans le cadre du PEP, on le fait dans le cadre d'une gestion de risque la plus rigoureuse possible et pour protéger les intérêts des Européens. Mais moi, je considère, si vous voulez, que la Banque européenne d'investissement est un investisseur. La BERD est un investisseur, clairement. La Banque centrale européenne n'a pas vocation à être un investisseur. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer les banques centrales. Mais au passage, parce que vous avez tous applaudi quand j'ai dit « vous allez faire de la politique ». Moi, j'ai fait pendant 6 ans de ma vie de la politique. Et je vous assure que c'est une expérience qui a été extraordinaire, enrichissante, au cours de laquelle on m'a dit que je n'étais pas une politique parce que je ne disais pas de mal des autres. Parce que je considère que la politique, c'est servir l'intérêt général. Et moi, je vous engage beaucoup, dans le cadre de votre long fil de vie qui commence, sur le plan professionnel, je vous engage à surtout ne pas l'exclure. Si des femmes et des hommes de votre qualité, de votre savoir, riches de l'éducation que vous recevez, ne vous engagez pas pour le bien public, mais qui le fera? Donc, s'il vous plaît, ne fermez pas ce chapitre délibérément aujourd'hui, laissez-vous une porte ouverte, acceptez de prendre le risque, parce que c'est vrai que c'est prendre un risque. Moi, quand j'ai quitté Chicago dans des situations incroyablement confortables pour venir rejoindre le gouvernement de Dominique de Villepin, je prenais un risque. Mais il faut faire ça. Voilà, ça suffit, je ne vais pas prêcher plus longtemps. Merci beaucoup. Au nom de l'école, au nom des élèves, merci beaucoup d'être venus ici aujourd'hui nous parler de votre expérience, de votre parcours et des défis qui entourent la BCE. En plus, parler du bleu européen si important et dont mon camarade Rio ici en représente la diversité. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez sortir, peut-être que monsieur...